Spontanément, en novembre 2019, des centaines de milliers d'Iraniens envahissent les rues des principales villes du pays. Des hommes, mais aussi des femmes, bloquent la circulation et s'attaquent aux symboles intouchables du régime. Mouvement de colère et d'exaspération contre l'augmentation brutale du prix de l'essence, après des mois de privation. Depuis 2018, ce peuple est l'otage d'un nouvel embargo américain, d'une intensité inédite et d'un régime qui ne se soucie que de son maintien. Alors que les autorités ont coupé Internet, de rares images amateurs témoignent de l'extrême violence de la répression. Des centaines de morts, des milliers d'arrestations. Il n'aura fallu que quelques jours au régime de Téhéran pour afficher à nouveau sa toute-puissance et se poser comme victime de l'ennemi américain. یک توطئه عمیق بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده. این حرکت به وسیله مردم نابود شد. Par sa politique de pression maximum, le président américain Donald Trump espérait voir vaciller la République islamique. Mais depuis l'annulation des accords sur le nucléaire, il est confronté à un régime toujours plus belliqueux. L'Iran menace la stabilité du Moyen-Orient, multiplie les provocations dans le Golfe Persique, défie les États-Unis et ses alliés en Syrie, au Yémen, en Irak et jusqu'en Arabie Saoudite. Face à cette escalade de violence, les sanctions sont-elles réellement efficaces? Ne contribuent-elles pas depuis 40 ans au maintien du régime des mollahs? N'est-ce pas la population iranienne qui paye aujourd'hui le plus lourd tribut à l'embargo américain? Au premier regard, difficile d'imaginer que Téhéran subit les sanctions économiques les plus sévères de son histoire. Derrière la vitrine d'une ville moderne, les classes moyennes et populaires sont pourtant étranglées par l'envolée des prix et le chômage. Akram a perdu son travail en usine en 2010. Lors de la précédente vague de sanctions. Aujourd'hui, l'histoire se répète pour cette mère de famille reconvertie dans la couture. Au quotidien, ces sanctions nous font vraiment souffrir. On ne s'en sort plus. C'est très difficile. Par rapport à il y a 2, 3, 4 ans, nous avons beaucoup moins de travail. Avant, on recevait des commandes d'un peu partout, mais elles ont beaucoup diminué. Donc l'atelier est souvent fermé. Nous n'arrivons plus à faire face aux dépenses de logement, à payer les frais de scolarité des enfants, les frais de santé. Moi, par exemple, j'ai mal au dos. Je devrais arrêter de travailler, mais je n'ai pas d'autre choix. Je dois continuer à travailler pour ne pas perdre le peu que je gagne ici. Avec 60 € par mois, le quotidien d'Akram est devenu une lutte permanente pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils. C'est vraiment très cher. Pour acheter du riz, je dois demander l'aide d'une association caritative. Maintenant, je n'ai plus les moyens de m'acheter un simple sac de riz. C'est pareil pour les légumineuses. Sincèrement, je n'en achète plus. Voilà la vérité. C'est impossible.
Avec mon budget, le maximum que je peux faire, c'est acheter du fromage. Avant, c'était 1000 toumans. Maintenant, ça coûte 10 000. Quant à la viande rouge, je ne m'en approche même pas. C'est beaucoup trop cher. Bonjour. Est-ce que vous pouvez passer chaque article un par un pour que je sois sûre que le prix ne dépasse pas 100 000 toumans? Ça fait combien? 54 000 toumans. C'est tout le paradoxe des sanctions. Les produits sont disponibles, mais à cause d'une inflation galopante, plus grand-chose n'est accessible au peuple iranien, qui survit désormais grâce aux aides de l'État. Meshrad, viens m'aider s'il te plaît, prends ça, merci. À 17 ans, le fils d'Akram a dû renoncer au football, sa passion. Il multiplie les petits boulots pour financer ses études. Au niveau du travail, pour les jeunes, c'est difficile, surtout pour les diplômés. Il arrive que des jeunes avec des licences soient au chômage. Il faut que nos dirigeants fassent quelque chose pour que nous, plus tard, on ne soit pas dans cette situation. Les Occidentaux veulent que l'on sorte dans la rue pour que l'on se soulève contre l'État. Ils veulent donner une bonne image d'eux-mêmes et nous amener à croire que notre État nous maltraite, ne s'occupe pas de nous, et donc que l'on ne doit pas le soutenir. Jusque-là, ils n'ont pas réussi. Et si les gens restent unis, ils ne réussiront pas. Loin de ce quotidien de restrictions, la propagande vante l'indépendance économique du pays à l'égard de l'étranger. La ligne dure du régime s'est toujours opposée à l'ouverture de l'Iran sur le monde. Son discours insulaire se nourrit de ce combat permanent contre l'Amérique. Dire que les sanctions ont un impact, oui, elles ont un impact, mais nous allons y faire face. Vous savez, un pays qui a 15 voisins frontaliers, eh bien, ce n'est pas facile de le mettre sous embargo. Vous pouvez déjà entendre le bruit du mur des sanctions qui se fissure. Regardez comme les États-Unis perdent peu à peu leurs appuis internationaux. Pour notre part, nous restons concentrés sur nos propres capacités de production. En un an, le produit intérieur brut de l'Iran a baissé de 9%. Malgré les affirmations du régime, de nombreuses entreprises sont dépendantes des importations étrangères. À Kashan, dans le centre de l'Iran, c'est toute la filière traditionnelle de fabrication de tapis qui se meurt sous les effets de l'embargo. Au début des sanctions, il existait environ 350 teintureries de ce type à Kashan. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. Les produits importés de l'étranger sont devenus aussi rares que l'or. Par exemple, c'est très difficile de trouver du fil et de la laine en provenance de l'étranger. Moi, je suis l'un des derniers à rester dans ce métier. Je touche un salaire minable qui m'empêche de mourir de faim. Je suis obligé d'aller travailler dans d'autres usines et faire d'autres activités pour nourrir ma famille. Sous l'effet de l'embargo, l'encre chimique que nous utilisons habituellement pour la teinture est devenue 15 à 20 fois plus chère. Nous avons honte de vendre nos produits à ce prix aux producteurs de tapis, car eux aussi vont en souffrir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas faire de bénéfices.
Les artisans ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont plus rien et personne ne les soutient. Les choix sont minces pour ces travailleurs, qui au cours des 40 dernières années n'ont connu que le régime des sanctions. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, l'histoire entre l'Iran et les États-Unis se décline au rythme des embargos. La prise en otage du personnel de l'ambassade américaine à Téhéran au premier jour de la Révolution inaugure la première salve de sanctions de Washington par la voix du président Carter. Our position is clear. The United States will not yield. Considérés comme un crime de lèse-majesté, les 444 jours de détention des 52 civils et diplomates de l'ambassade hanteront jusqu'à ce jour les relations entre les deux pays. Des dizaines de mesures de rétorsion se succèdent au gré des avancées et des reculs diplomatiques. Embargo sur les armes et gel des avoirs iraniens durant la guerre Iran-Irak. Sanctions contre les entreprises étrangères en Iran dans les années 90. La République des Mollahs est accusée de financer le terrorisme par la voix des gardiens de la Révolution. Cette organisation paramilitaire, placée sous l'autorité directe du guide suprême, arme et entraîne le Hezbollah au Liban et les mouvements de résistance palestiniens. Elle menace Israël et soutient les milices chiites dans tout le Moyen-Orient. Des années d'une guerre de l'ombre contre les intérêts des États-Unis et de ses alliés. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Qualifié d'axe du mal par George W. Bush, l'Iran s'attire les foudres des républicains néoconservateurs dans les années 2000, mais aussi des démocrates. Barack Obama engage ainsi une nouvelle série de sanctions contre Téhéran, auxquelles s'associent les Nations Unies et l'Europe. La communauté internationale espère alors contenir les ambitions nucléaires de la République islamique, dirigée par le très conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Sous l'administration Bush et surtout sous Obama, les sanctions avaient pour objectif d'obtenir une avancée diplomatique. On mettait la pression afin de pouvoir l'enlever. Cela faisait partie d'un accord négocié sur la question du nucléaire. Obama n'aurait pas été déçu si le régime avait changé. Une vraie démocratie émergeant en Iran aurait été, je crois, appréciée partout dans le monde. Mais Obama a clairement dit que le gouvernement iranien était le gouvernement iranien et que les États-Unis respectaient la souveraineté de la République islamique d'Iran. Il ne cherchait pas à changer le régime en Iran. 5 ans plus tard, à Vienne, cette politique de sanctions est couronnée de succès. Après de longues années de négociations, l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, auxquels s'ajoutent l'Europe et l'Allemagne, signent un accord historique. La République islamique renonce officiellement à l'arme nucléaire en échange de la levée progressive des sanctions internationales. This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies. It prevents the most serious threat, Iran obtaining a nuclear weapon, which would only make the other problems that Iran may cause even worse. That's why this deal makes our country and the world safer and more secure. Obama voyait le Moyen-Orient comme une région ayant toujours compliqué la politique étrangère américaine. Il cherchait un moyen de nous sortir de ce bourbier qu'il observait en Irak ou en Afghanistan ou dans d'autres conflits au Moyen-Orient. Il pensait qu'essayer d'obtenir une résolution de la question nucléaire avec l'Iran plutôt que des questions régionales serait une première étape.
Cela ne signifie pas qu'il croyait que ça allait transformer le Moyen-Orient, ni qu'il voulait laisser l'Iran contrôler cette région, comme certains de ses opposants l'ont dit. Mais je pense qu'Obama croyait qu'un accord sur le nucléaire serait un premier pas vers de nouvelles relations et de nouveaux intérêts américains au Moyen-Orient, par rapport à ce que ça avait été au cours des 20 ou 30 dernières années. Les Iraniens n'ont jamais dit nous signons cet accord, et cet accord signifie que nous allons modifier notre position vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis du Yémen. Non, c'était pas dans le contrat. Et là, sans être parfait, cet accord donnait la certitude que pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, selon les clauses, il y a une interdiction absolue d'aller vers le nucléaire militaire sous le contrôle de l'AIEA. Personne n'a eu ce qu'il voulait. Nous n'avons pas eu tout ce que nous voulions. Les États-Unis n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ni même la Chine ou la Russie n'ont eu tout ce qu'elles voulaient. C'est la nature même de ce type de négociation. Je n'accuserai personne d'avoir été trop dur ou trop souple. C'est juste un processus de négociation. L'accord de Vienne, ou JCPOA, est un immense espoir pour ces Iraniens favorables à l'ouverture de leur pays. Une consécration aussi pour le président Rouhani et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Zarif. C'était la victoire des modérés avec le soutien du guide de la révolution. Le soutien calculé, disons, il n'était pas entier, mais Rouhani, ses équipes n'auraient pas pu aller aussi loin dans la construction de l'accord s'ils n'avaient pas eu le feu vert du guide de la révolution, d'Ali Khamenei, qui, comme on le sait bien, n'est pas exactement un modéré. Il faut savoir que le lendemain de la signature de l'accord nucléaire, McKinsey a sorti un rapport prévoyant 1000 milliards de dollars d'investissement en Iran sur les 20 prochaines années. Il faut savoir que le retour de l'Iran dans le système financier international, dans le concert des nations, était l'équivalent de l'intégration de l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin. C'était ça l'ampleur et c'était ça l'enjeu. Les grands groupes européens sont parmi les premiers à s'engager sur ce nouveau marché. Aéronautique, hydrocarbures, automobiles, les contrats se signent au plus haut niveau de l'État. Avec, à la clé, la promesse de nouvelles usines, de nouveaux emplois en Iran. Après 5 ans d'absence, Total est de retour à Téhéran. Son PDG, Patrick Pouyanné, s'engage à acheter 150 000 barils de pétrole par jour et à développer South Pars, le plus grand champ gazier au monde. Le pari qu'ont fait les réformistes iraniens, c'est l'idée que, qui est d'ailleurs le même pari par les partis européennes et américaines, le président Obama, qu'on va donner une ouverture économique à l'Iran, que cette ouverture économique va donner d'ailleurs une ouverture sociale, et que donc le pari du JCPOA, c'est en contrepartie de l'abandon du nucléaire, des gains économiques, des gains pour, en gros, élever le niveau de vie des Iraniens en Iran. Et ça suppose des investissements étrangers. En Iran, cette entrée dans la mondialisation nuit aux intérêts de certains proches du régime. Les gardiens de la révolution, loin de se cantonner à leur rôle de militaires d'élite, ont largement profité des sanctions et contrôlent une partie de l'économie. Les Pasdaran, Sepah ou gardiens de la Révolution, appelez-les comme vous voudrez, profitent de la situation de différentes manières. Ils contrôlent tous les aspects des imports et des exports dans ce type de situation. Ils agissent un peu comme des chefs de la mafia. Ils contrôlent le flux des produits de contrefaçon, l'alcool et les cigarettes venues d'autres pays, la nourriture. Dans ce genre de circonstances, ils y gagnent vraiment. Et pour avoir vécu la précédente série de sanctions de 2012 et 2013, ce qui m'avait le plus frappé, c'est l'écart de richesse colossal qui s'était créé. Il y avait toute une nouvelle classe de la population, un petit groupe de personnes qui avaient plein d'argent, des sommes illimitées.
Parmi les principaux opposants à l'accord sur le nucléaire iranien, il y avait les gardiens de la révolution. Cet accord impliquait plusieurs choses pour eux. Entre autres, une sorte de rapprochement avec l'Occident, qui allait à l'encontre de la mainmise qu'ils avaient sur le pouvoir et la concentration de richesses qu'ils voulaient conserver. Si l'Iran voulait tirer des avantages économiques de l'accord de Vienne, il était évident que ce ne serait pas possible avec des entreprises liées aux gardiens de la Révolution. Les États-Unis et l'Union européenne allaient maintenir des sanctions importantes contre eux, même après la levée des sanctions voulues par l'accord de Vienne. L'Iran devait donc débarrasser ses entreprises des gardiens de la Révolution. Un contexte économique délicat, d'autant que les accords sur le nucléaire ont un goût d'inachevé. Ils ne lèvent pas les sanctions pour les sociétés américaines. Les entreprises américaines ne peuvent pas aller travailler en Iran, nous ne pouvons pas utiliser le dollar, nous ne pouvons pas avoir le moindre personne américaine impliquée dans ce projet. Moi-même, quand je vais aux États-Unis, je ne peux absolument pas m'occuper d'affaires iraniennes. Donc le cadre est relativement strict, mais en même temps, il permet de développer le projet. Donc le cadre est possible. On sait qu'on peut travailler, on est bien conscient du risque, mais en même temps, la chance sourit aux audacieux, en tout cas c'est le pari. Et en fait, le pilotage de toute cette affaire pour nous a été la limite entre l'audace et la témérité. Les investisseurs craignent toujours les foudres du Trésor américain. Au fil des ans, il est devenu une machine de guerre au service de la politique de sanctions des États-Unis. Son arme, le dollar. Toute transaction liant la monnaie américaine à l'Iran est considérée comme une violation de l'embargo. Les Européens ne peuvent oublier ces amendes records payées par la British Bank, la Deutsche Bank ou encore la BNP lors de la précédente vague de sanctions. BNPP continued to engage in this activity even after they were being told by their own lawyers that the conduct was illegal. The nature and scope of BNPP's criminal conduct far exceeded that in any previous criminal sanctions case that's been resolved by the Department of Justice. Today's nearly $9 billion penalty represents the staggering total volume of provable criminal conduct on BNP's part. Les sanctions qui frappent les entreprises étrangères sont totalement démesurées par rapport à l'infraction commise. Cette banque a été condamnée à payer 9,3 milliards de dollars pour avoir enfreint la loi américaine. Pourquoi? Parce qu'elle avait des établissements bancaires aux États-Unis, parce qu'elle transactait en dollars. Il faut savoir que dès lors que vous utilisez le dollar, ça ouvre directement l'application de la loi américaine et l'ouverture de la juridiction américaine. Sauf que 9,3 milliards était totalement décalage par rapport à l'infraction que la BNP avait commise. Donc réellement, si vous voulez, c'est cette crainte de sanctions disproportionnées qui font peur à tout le monde. Aux États-Unis, une partie de la classe politique est profondément opposée aux accords sur le nucléaire. De puissants lobbies tels que l'UANI sapent leur mise en œuvre. Cette organisation proche d'Israël et de l'Arabie saoudite compte dans ses rangs d'anciens membres de l'administration Bush. Menaces, pression sur les entreprises, ces méthodes agressives inquiètent les potentiels investisseurs. J'avais une théorie selon laquelle nous pouvions nous lancer dans une guerre économique. Plutôt que de recourir à des soldats et à des balles, nous pouvions essayer de nous servir d'un stylo et d'encre pour convaincre le régime de changer de comportement, pas seulement dans l'intérêt des États-Unis, mais aussi pour la France, et même le peuple iranien. J'ai contacté des centaines d'entreprises et de délégations françaises, mais j'ai aussi envoyé des milliers de courriers aux Italiens, aux Allemands, aux Chinois, aux Russes, aux Américains. Et mon message était très simple, le même pour tout le monde. Nous menons des recherches approfondies. Et si l'une de vos chaînes télévisées essayait de faire du profit en Iran, elle recevrait ce courrier de ma part. Je dirais à votre entreprise, vous choisissez de faire des affaires avec le régime le plus oppressif et brutal au monde. Un régime qui veut se doter de l'arme nucléaire. Sachez que c'est mal. Certaines entreprises m'ont contacté pour me montrer ces lettres. C'est des lettres extrêmement détaillées.
C'est ce qu'on pourrait appeler des lettres d'intimidation, si vous voulez. On leur explique qu'ils prennent des risques considérables s'ils renouent avec l'Iran. Et au-delà même des risques juridiques, ils prennent un risque pour leur réputation auprès des États-Unis, auprès du public américain, auprès des clients américains, auprès de leurs fournisseurs, de leurs clients, etc. Donc ils risquent de détruire leur position acquise aux États-Unis. Parmi les membres fondateurs de l'UNI, John Bolton, un néoconservateur artisan de la guerre en Irak sous Bush et favorable à une intervention militaire en Iran. I have said for over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the mullahs regime in Tehran. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. Ce 20 janvier 2017, ces néoconservateurs tenant d'une ligne dure à l'égard de l'Iran peuvent se réjouir. Donald Trump, fervent adversaire des accords sur le nucléaire, est investi 45e président des États-Unis. Il a été très clair sur le fait qu'il n'aimait rien de ce qu'avait accompli Barack Obama et que l'un de ses principaux objectifs était de détruire son héritage. Il avait aussi critiqué l'accord sur le nucléaire. Mais je pense que la plupart de ces critiques visaient à satisfaire différents groupes de pression aux États-Unis plutôt que de faire progresser les intérêts américains. Je pense que si les États-Unis veulent la non-prolifération, ils ne trouveront pas de meilleur accord que celui de Vienne. En mars 2018, Donald Trump choisit John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale. Le bras de fer peut s'engager avec la République islamique. The fact is, this was a horrible, one-sided deal that should have never, ever been made. It didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. Le président américain inaugure sa politique de pression maximum. Une série de sanctions d'une ampleur inégalée depuis l'avènement de la République islamique. Trump a dit qu'il voulait négocier avec les Iraniens. C'était une façon de pousser les Iraniens vers la table de négociation. Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, a présenté une liste de 12 demandes à l'Iran, qui étaient les conditions d'une négociation réussie, les conditions d'un accord, qui étaient absolument léonines, enfin draconiennes, en tous les cas pour les Iraniens, en tous les cas pour le régime iranien, parce qu'accepter ces conditions, c'était en fait se suicider, disons. D'un côté, dénoncer l'accord, alors qu'il était respecté par les Iraniens. De l'autre, leur demander de négocier un nouvel accord qui englobait non seulement les questions nucléaires, mais aussi tout ce qui se passait au Moyen-Orient, plus la question balistique, c'était de ne pas vraiment connaître la réalité qu'on avait en face. ما نمیتوانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که اعلام می‌کنند سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه کرامت و معیشت ملتمان اعمال کردند. Depuis le printemps 2019, Washington impose un embargo total sur le pétrole iranien, qui constitue 80% des recettes de l'État. Au large de Bandar Abbas, principal port du pays, les tankers attendent, faute d'acheteurs. Les exportations de brut sont en chute libre.
même les Chinois se sont en partie pliés aux sanctions. Mais en toute discrétion, ils continuent d'acheter quelques centaines de milliers de barils de brut et acheminent des produits manufacturés sur les côtes iraniennes. Le marché est risqué. Les informations sur les échanges commerciaux de l'Iran avec des pays tiers sont devenues hautement sensibles. Washington et Téhéran mènent une intense guerre du renseignement. Nous emploierons tous les moyens possibles pour l'exportation de notre pétrole, pour exporter notre gaz et tous nos produits pétroliers. Nous utiliserons toutes les méthodes. Et c'est notre droit. Aucune instance nationale ne nous sanctionne pour ça. L'embargo des Américains est hors la loi. C'est une pression illégale imposée aux autres. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le pétrole ne doit pas être un sujet politique. Les gouvernements ne doivent pas utiliser le pétrole comme une arme à des fins politiques. L'Iran ne vend plus son pétrole, alors il menace l'approvisionnement mondial. Dans les eaux du Golfe Persique, les forces navales des gardiens de la Révolution mènent des attaques ciblées contre des pétroliers étrangers. Arraisonnement d'un tanker britannique, destruction d'un drone américain au large des côtes. Le régime des mollahs teste la capacité de réaction des États-Unis et les déclarations guerrières de son président. Cela fait des années qu'il fait ce type d'annonce. Mais regardez comme c'est un mégalomane. Il disait, si l'Iran fait ci, fait ça, on fera ça. Mais quand nous avons frappé leur drone, il a fait quoi? Il a tiré, mais il a tiré quoi? Un tweet. Il n'a rien fait, il a publié quelques tweets. Menace dans le Golfe Persique et reprise du nucléaire. L'Iran décide d'enrichir à nouveau son uranium au-delà des seuils prévus par la communauté internationale. L'Iran est passé de ce qu'il appelle la patience maximale à la résistance maximale. C'est leur façon de dire « Écoutez, nous n'allons pas juste nous asseoir alors que cette pression économique augmente. » De plus, nous n'avons vu ni les Européens, ni les autres membres de l'accord sur le nucléaire faire ce que nous attendions d'eux en termes de normalisation économique, qui est une négociation clé sur l'accord sur le nucléaire. Nous allons donc répondre avec les moyens que nous avons. L'un d'eux, c'est que nous allons arrêter de respecter l'intégralité de l'accord sur le nucléaire et tous les 60 jours, nous enfreindrons certaines des restrictions. Pas parce que nous voulons l'arme nucléaire, mais parce que c'est un moyen de relancer les efforts pour stabiliser l'accord. C'est l'argument des Iraniens. Ce que les Iraniens essayent d'obtenir, c'est d'avoir un moyen de pression, pas de construire une bombe. Ils veulent faire pression sur l'Europe et sur les États-Unis pour les forcer à apporter une assistance économique et avoir quelque chose à négocier lorsque les discussions reprendront, ce qui pourrait arriver dans quelques années. Sommet après sommet, Allemands, Britanniques et Français promettaient de sauver les accords sur le nucléaire, de braver les sanctions américaines, notamment grâce à l'Instex, un mécanisme financier censé court-circuiter le dollar. Das wird dazu beitragen, dass auch im Iran anerkannt werden muss, dass wir unseren Teil zur Erfüllung unserer Verpflichtungen tun. Und wir erwarten jetzt vom Iran, dass er auch seinen Teil seiner Verpflichtungen erfüllt, in diesem Abkommen bleibt und sich auch dem Abkommen gemäß verhält. Prenons toutes les initiatives proposées par l'Europe. Les unes derrière les autres ont rencontré un échec réel. Ils ont annoncé la création d'un fonds qui devait assurer le financement des grands projets industriels sur l'Iran. On n'a pas vu le début de l'ombre de la réalité de la transposition de ce fonds. Ils ont dit qu'on va demander à Pompeo, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, des dérogations pour les grands champions européens comme PSA, comme Total, comme Renault, de pouvoir continuer à travailler en Iran. Eh bien, la réponse a été par écrit non. J'ai eu des contacts avec les autorités américaines, avec le
secrétaire d'État, le secrétaire au Trésor qui m'a reçu, et qui clairement, quand je lui ai dit, bon, est-ce qu'il y a une chance, un espace pour discuter, il m'a dit, il n'y a aucun espace. La décision est très claire, nous avons décidé de nous retirer de cet accord, et nous irons jusqu'au bout, c'est la théorie des sanctions, de la pression maximale. La question est, est-ce que l'Europe veut utiliser son poids, son influence, ou bien veut-elle que les États-Unis puissent faire progresser leur politique, lesquelles sont préjudiciables aux intérêts européens, sans même dépenser un centime. Les États-Unis ne font que menacer et parviennent à promouvoir leur politique. Ils ne dépensent même pas un centime, ils n'investissent rien. Et l'Europe prend simplement cette menace au sérieux. En Iran, l'espoir créé par les accords de Vienne a laissé place à la frustration. Les contrats signés par les grandes entreprises européennes sont restés lettres mortes. Aucune multinationale, aussi puissante soit-elle, ne peut prendre le risque de tomber sous le coup des sanctions américaines. C'est un système assez diabolique. En fait, le président américain, il y a une liste de 12 sanctions, peut en choisir jusqu'à 5. On ne sait pas lesquelles. Dans les 12, il y en a certaines qui sont totalement systémiques et mortelles pour une entreprise comme Total. Il peut interdire à Total l'usage de l'ensemble du système financier américain, système bancaire. Je ne pourrais plus, et ça, je veux dire, pour une entreprise internationale mondiale, si je ne peux plus émettre des obligations en dollars, je ne sais pas faire fonctionner Total. Il peut interdire à tout Américain d'être actionnaire de Total. J'ai 30% d'actionnaires américains. Donc en fait, ce que révèlent les sanctions, quelque part, c'est toute la puissance du capitalisme américain pour quelque part, imposer ses visions américaines aux entreprises internationales. Les multinationales s'inclinent et la population iranienne subit quotidiennement les effets pervers des sanctions. Tous les secteurs économiques sont touchés, y compris celui de la santé, censé être exempté. Les médicaments importés d'Europe peinent ainsi à être acheminés dans les pharmacies du pays. C'est pour la chimiothérapie. C'est pour ma femme. Pourquoi mettent-ils ce médicament sous embargo? Qu'attendent-ils des malades? Que veulent-ils des patients? Tous les pays sont sous l'emprise des États-Unis. Tout ce que les États-Unis disent, les autres suivent. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, ils suivent. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre les malades? L'Iran dispose de sa propre industrie pharmaceutique, mais les médicaments aux molécules complexes, tels que les traitements contre le cancer ou les maladies rares, ne sont produits qu'à l'étranger. Dans cette pharmacie, une quarantaine d'entre eux seraient en rupture de stock. Pour les patients qui ont les moyens, il reste le marché noir, toujours plus florissant. Allez voir sous le pont là-bas combien ils les vendent. Tout ça, c'est de leur faute. Je sais pas, moi, comment ils se les procurent. Les médicaments qui doivent rester au frais, ils les vendent comme ça, dans la rue aux gens. On est sous embargo. Mais ils viennent d'où alors les médicaments qui sont à prix libre dans les autres pharmacies? Comment ça se fait qu'ils soient aux mains des profiteurs? Qui sont ces gens? Monsieur, ceux qui racontent qu'il y a des médicaments partout racontent n'importe quoi. À prix libre, oui, il y en a tant que vous voulez. Si on ne les importe pas, alors d'où ils viennent ces médicaments? Non, mais réfléchissez. Allez, c'est à moi. Les étrangers ont pitié de nous, je vous jure. La crise sanitaire menace. À l'hôpital Mahak, spécialisé dans la prise en charge des enfants cancéreux, le personnel se bat au jour le jour pour assurer la continuité des traitements. Cet établissement est une institution en Iran. Il accueille gratuitement les enfants et leurs familles de tout le pays grâce aux dons privés. Depuis sa création, il y a 20 ans,
Jamais les sanctions n'avaient eu de tels effets négatifs sur son fonctionnement. On demande continuellement aux gens qui ont la possibilité de voyager à l'étranger de nous apporter les médicaments qu'ils peuvent récupérer. Jusqu'à maintenant, grâce à ces efforts, aucun enfant n'est encore mort dans cet hôpital d'une pénurie de médicaments. On réussit à poursuivre les protocoles, mais tout cela est très provisoire. Aujourd'hui, on y arrive, mais demain, dans 2 semaines, si nous ne trouvons personne pour nous amener des traitements de l'étranger, nous allons être confrontés à un grave problème. La direction de l'hôpital a alerté les Nations Unies, les instances européennes, le gouvernement suisse sur ces difficultés d'approvisionnement. Malgré les promesses, aucune solution n'a été trouvée à ce jour. Archia va bien? Il n'y a pas de problème? Ça va, merci. Il y a une forme de duplicité dans l'instauration des sanctions. Le gouvernement américain annonce, et nous en avons eu confirmation de la part des Européens, que les sanctions ne s'appliqueront pas aux produits alimentaires et aux médicaments. Que pour leur transfert, il n'y a même pas besoin de licence. Mais en fait, nous n'avons pas moyen de transférer de l'argent pour acheter des équipements médicaux et des pièces de rechange. Les personnes qui ont instauré ces sanctions sont au courant de ces problèmes et de leurs conséquences. Et donc on se pose la question, pourquoi aucune institution internationale ne peut remédier à ce problème? Today, I want to talk directly to the Iranian people to dispel myths about U.S. sanctions that continue to be promoted by the Iranian regime. Under our laws, a general license is in place today that allows medical devices to be exported from the United States to the Iranian people. The United States has a great respect for the people of Iran and does not seek to prevent them from accessing medical supplies or care. President Trump is committed to supporting the people of Iran and hopes one day for a better future between our two peoples. Vous pouvez dire que le commerce humanitaire n'est pas soumis à sanctions. Mais lorsque plus de 90% des devises étrangères disponibles en Iran appartiennent à la banque centrale qui ne peut être utilisée pour ces échanges, on peut difficilement dire que ce commerce est possible. C'est un véritable échec de l'administration Trump. D'une part, d'avoir fermé les circuits disponibles pour ces échanges humanitaires, et d'autre part, de faire preuve d'une certaine mauvaise volonté à soutenir ces transactions. C'est un réel problème. Ça rend la vie des Iraniens plus difficile, même si l'administration affirme qu'elle les soutient. C'est tout simplement une mauvaise politique. C'est tout ce que c'est. À l'automne 2019, l'Arabie saoudite est la cible d'une attaque sans précédent de ses installations pétrolières. Bien que revendiquée par les rebelles Houthis depuis le Yémen, la responsabilité de l'Iran ne fait guère de doute. En s'en prenant à l'un des plus proches alliés des États-Unis au Moyen-Orient, la République des Mollahs franchit une nouvelle étape dans sa politique de résistance maximum. Quelle riposte possible pour Donald Trump, dont la promesse de campagne était le désengagement militaire des États-Unis? La tournée du secrétaire d'État Mike Pompeo en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ne suffit pas à rassurer ses alliés, victimes collatérales de la politique de sanctions américaines. C'était un choc pour les Saoudiens, effectivement, qui se sont rendus compte de leur fragilité. D'ailleurs, ça a créé un choc un peu partout, parce que la sophistication de l'opération, c'était un brillant succès sur le plan tactique, il faut bien le dire, a donné à réfléchir à tous les états-majors dans la région et au-delà. Les Israéliens, par exemple, ont beaucoup analysé tout cela et ont dû commencer à beaucoup réfléchir sur la façon de pouvoir contrer ce genre de menaces. Nos voisins d'Arabie saoudite doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas faire preuve d'hégémonie dans la région. Nous et les Saoudiens pouvons contribuer ensemble à la paix et à la stabilité de cette région. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé à un dialogue régional dans le Golfe Persique, ainsi qu'à un pacte de non-agression.
Ce sont les vraies solutions. Pas d'essayer d'acheter sa sécurité aux États-Unis ou à l'Europe. La sécurité ne s'achète pas. Elle doit venir de nous. Si l'Iran est capable de mener une telle attaque, pas seulement contre l'Arabie saoudite, mais aussi contre le marché pétrolier mondial, et que les États-Unis persistent à ne rien faire, cela envoie un signal très fort. C'est un feu vert aux Iraniens qu'ils peuvent continuer ainsi et repousser encore les limites. Et cela semble dire aux Saoudiens, aux Émiratis et aux Israéliens qu'ils sont tout seuls, plus ou moins. Do I want war? I don't want war with anybody. I'm somebody that would like not to have war. We have the strongest military in the world. We've spent more than $1.5 trillion in the last short period of time on our military. Nobody's even come close. We have the best equipment in the world. We have the best missiles. Je crois que c'est important que l'Iran voit que s'il nous frappe, il y aura au moins une sorte de frappe en retour. Alors ils reculeront. Si on ne riposte pas, on crée un climat plus dangereux. Il n'y a pas eu de réponse militaire, et c'est regrettable. À trop provoquer Washington, l'Iran a fini par aller trop loin. Près de 40 ans jour pour jour, après la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Téhéran, l'ambassade des États-Unis en Irak est attaquée par des milices chiites pro-iraniennes. Acte intolérable pour Donald Trump, qui voit derrière ces manifestations la mainmise des gardiens de la Révolution. Sa riposte atteint le cœur du régime. Ce 5 janvier 2020, des millions d'Iraniens portent le deuil du général Qassem Soleimani. Le chef des opérations extérieures des gardiens de la Révolution a été abattu par une frappe américaine. We killed the #1 terrorist in the world, Soleimani, and it should have been done 20 years ago. We'll see you at the game. Thank you. On lui propose plusieurs choix, et il choisit le plus transgressif, en quelque sorte, de frapper quelqu'un qui est un personnage officiel, et de l'abattre non pas sur un champ de bataille, ce qui aurait été, on pourrait dire, normal, une lutte entre ennemis, mais de l'abattre comme un vulgaire terroriste, de l'abattre comme Oussama Ben Laden. Balayer les protestations contre la vie chère et les restrictions dues aux sanctions. Qassem Soleimani était considéré comme le héros de la guerre Iran-Irak, celui aussi qui a permis de repousser l'État islamique en Syrie et en Irak. Son assassinat nourrit à nouveau l'anti-américanisme des Iraniens, ce ciment de la République islamique depuis 40 ans. En effet, il y a eu 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour rendre hommage à Soleimani. Et ça, c'était quand même spontané. Enfin, le régime peut amener quelques centaines de milliers de personnes dans la rue, en mobilisant ses troupes, ses fidèles, en mettant des bus à disposition des gens. Mais là, ce qu'on a vu, là, c'était imprévu. Et il y a eu vraiment une émotion populaire, collective, spontanée. Dans la foule, il y a seulement beaucoup de gens opposants au régime. Mais c'était l'Iran c'était l'Iran comme nation, c'était l'honneur de l'Iran, si vous voulez, au-delà du régime, même si on ne l'aime pas, c'était l'honneur de l'Iran qui était attaqué. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Iraniens sont assez chatouilleux, il faut bien le dire. Washington le disait affaibli par la politique de sanctions, discrédité par la population depuis que les gardiens de la Révolution ont abattu un avion ukrainien par erreur au-dessus de Téhéran. À l'occasion de la prière du vendredi, le leader suprême, Ali Khamenei, balaye les critiques. Aucune excuse pour les 176 morts du crash aérien. Les modérés, dont le président Rouhani, ne peuvent que serrer les rangs derrière le guide. Est-ce que les sanctions ont changé leur façon de se comporter?
sont-ils plus soucieux de reconnaître les préoccupations de la population et d'y répondre? Ou alors s'occupent-ils avant tout de maintenir leur propre système? Je dirais qu'ils ont montré jusque-là qu'ils étaient plus soucieux de préserver leur système. Il viendra peut-être un jour où ils devront répondre à une pression accrue du peuple. On a vu différents types de manifestations au cours de ces dernières années, de plus en plus en réaction à la situation économique. Mais ça n'a pas déclenché de vague de protestation contre le régime en tant que tel. Et pour l'instant, il n'existe pas de réelle indication que cela va se produire dans les jours ou les mois à venir. Les sanctions ne sont pas un outil pour faire tomber les régimes. Ce n'est pas réaliste d'imposer des sanctions à un pays, de partir et revenir 3 ou 4 ans plus tard en pensant que le régime va changer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut des négociations. Il faut envoyer au régime que vous mettez sous pression des signes que ça peut changer. Si leur seule solution, c'est de quitter le pouvoir, il y a peu de chances qu'ils acceptent d'être délogés. Loin de forcer l'Iran au dialogue, la politique de sanctions maximum américaine a poussé le pays vers ses extrêmes. Affranchie des accords de Vienne, la République islamique ne s'impose plus de limites à l'enrichissement d'uranium. En seulement quelques mois, elle pourrait disposer du matériel nécessaire à la confection de l'arme nucléaire. Le rêve d'ouverture des Iraniens s'est fracassé sur les vieux démons de son régime. L'Iran menace plus que jamais le monde pour assurer sa propre survie face à son fidèle ennemi américain.